Je suis Eric Johnson, directeur du journal L'Union. Alors, une question par rapport au Fonds national pour le développement du sport. Qu'est-ce que ça s'entend très bien? D'autant plus qu'au Togo, on a comme l'impression qu'il n'y a qu'un seul sport qu'on pratique, le football, puisque l'État y met beaucoup de fonds. Aujourd'hui, avec ce Fonds national de développement du sport. Et dites-nous, monsieur le ministre, comment sera financé ce fonds et qui en sont les bénéficiaires? Merci. Alors, merci pour votre question. Le Fonds national de développement du sport, c'est ce qu'on appelle un compte d'affectation spéciale. Et sa vocation, c'est de recevoir des contributions de tous ordres destinées à financer le sport. Alors, ces contributions, vous le savez, l'État apporte sa subvention. Mais à côté de l'État, vous avez des opérateurs du privé qui peuvent vouloir financer des activités sportives. Vous avez également des intervenants de type parapublic qui peuvent également abonder ce fonds. Les bénéficiaires, j'ai envie de dire que c'est tout le monde sportif. Vous parliez tout à l'heure de la disparité entre le football qui a un peu pris le pouvoir, si vous voulez, et les autres disciplines sportives. C'est quelque chose qui a vocation à évoluer et progressivement à être équilibré. Et justement, l'un des objectifs de ce fonds, c'est en mobilisant des ressources et en les mettant en commun pour toutes les disciplines sportives, progressivement, vous verrez que cette disparité pourra tendre à être réduite, en tout cas sur le plan financier, parce qu'en réalité, et je ne vous apprends rien, le football, c'est parce qu'il a réussi à capter un peu le cœur de tout le monde qu'il a pris le pouvoir et que tout le monde ne parle plus que de football. Maintenant, le Fonds national de développement du sport va servir à quoi? Il va servir à financer des infrastructures dans ce domaine. Il va servir à acquérir des équipements. Et donc, les fédérations y ont intérêt, les ligues y ont intérêt. En réalité, toute personne qui pratique le sport a intérêt à ce que ce fonds soit rapidement opérationnel et puisse servir à mobiliser des ressources au service de cette discipline. Je suis Honoré Lemou, journaliste à Niwo TV. Alors, ma question elle est relative au Fonds de gestion intégrée des ressources en eau. Je voudrais savoir si les ménages qui prélèvent de l'eau de forage pour leur consommation propre sont-ils concernés par la taxation? Alors, j'ai envie de vous dire que sur le principe, tout le monde est concerné. Quel est le principe? Le principe, c'est celui qu'on désigne sous le vocable de préleveur-payeur. Quand vous prélevez des ressources en eau qui appartiennent à tout le monde, il est normal que vous mettiez une petite quote-part pour servir à reconstituer tout cela. Maintenant, vous l'avez également entendu, le chef de l'État a donné des instructions fermes au gouvernement pour qu'il soit réfléchi de façon spécifique au cas des ménages qui font un usage domestique de leur forage. Sur la base de ces instructions de M. le Président de la République, les ménages ne seront pas taxés pour leur consommation domestique. Une fois qu'on a dit cela, il faut préciser également que l'État a deux responsabilités au minimum dans cette histoire. La première, c'est de s'assurer de la santé des populations parce que l'eau de boisson a une incidence directe sur la santé. La deuxième, c'est de s'assurer que les ressources qui sont communes pour tout le monde soient utilisées de façon parcimonieuse. Et donc, pour ces impératifs de potabilité de l'eau et de rationalisation de l'utilisation des ressources, les ménages sont soumis à une obligation de déclaration. Ceux qui en avaient déjà doivent aller le déclarer au niveau du ministère. Ceux qui n'en avaient pas doivent faire leur déclaration et obtenir une autorisation avant de creuser les forages et de mettre des installations dessus pour l'utilisation, répétons-le, de type domestique. Je suis Dieudonné Korolakina, directeur de publication du quotidien Togo Matin. Monsieur le ministre de la fonction publique, le Conseil des ministres a planché, entre autres, sur la question du statut général de la fonction publique. Justement, qu'entend-on par statut général de la fonction publique? Et qu'est-ce qui le différencie du Code du travail? Avant de vous apporter des précisions sur la distinction entre le Code du travail et le statut général de la fonction publique, je tenais à rappeler qu'il y a quelques mois en arrière, c'était au mois de mai 2023,
le Conseil des ministres avait examiné une communication que nous avions présentée et qui faisait le point sur les insuffisances et les faiblesses du cadre juridique actuel de la fonction publique, sachant que la loi actuelle 2013-002 du 21 janvier 2013 a été adoptée il y a un certain moment, que dans le cadre de son application, on a constaté un certain nombre de difficultés et de carences. Et donc, la réforme vise à remédier à ces difficultés et à procéder à une réforme en profondeur du statut général de la fonction publique en vue de son adaptation et de sa modernisation. En deuxième lieu, je voudrais également souligner que le gouvernement s'est doté d'une feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et dans le cadre de cette feuille de route, il y a l'axe 3 qui vise à moderniser le Togo et renforcer ses structures, et particulièrement le projet stratégique P34 qui est centré sur l'attraction des compétences et des talents dans la fonction publique. Et pour y aller, il faut s'assurer que le cadre juridique et institutionnel est modernisé. De manière générale, comme je le disais tantôt, beaucoup d'entre nous, en tant que citoyens, au-delà de nos statuts et de nos fonctions, nous avons déjà eu à être confrontés et à éprouver des difficultés et des insuffisances dans la délivrance et la fourniture des services et des prestations par les administrations et les agents publics. Il est donc important, dans une certaine mesure, nous savons que la fonction publique garantit une certaine stabilité et sécurité professionnelle, mais il faut aller au-delà et être attentif au rendement et aux performances des administrations et des agents publics et créer une véritable adéquation. D'une part, entre les tâches et les missions qui sont assumées et de l'autre côté, les priorités et les objectifs de développement qui sont définis par le gouvernement, tout en étant attentif aux besoins et aux attentes des usagers des services publics, qu'il s'agisse des individus ou des entreprises. Maintenant, venant à votre question, je voudrais tout simplement indiquer que le Code du travail s'applique dans le secteur privé, entre les employeurs et les travailleurs. Tandis que le statut général de la fonction publique, c'est les règles d'ordre général qui s'appliquent à tous les agents et personnels de l'État. Bien entendu, il y a un certain nombre de corps ou de catégories d'agents qui peuvent être régis soit par des statuts spéciaux, soit par des statuts autonomes. Et donc, les règles de base qui s'appliquent aux agents et au personnel de l'État, c'est le statut général de la fonction publique. Quelles sont les innovations apportées à l'avant-projet de loi pour rendre les fonctionnaires plus productifs? Les innovations et les modifications sont assez importantes. En premier lieu, le processus de recrutement des fonctionnaires et des agents publics. Ce processus sera beaucoup plus rigoureux. Il sera mené en tenant compte, par exemple, des besoins spécifiques des régions où les agents et les fonctionnaires sont ensuite déployés et où ils doivent travailler. Ce recrutement tiendra aussi compte des besoins des ministères sectoriels. Et en deuxième lieu, je voudrais indiquer que la formation, l'imprégnation, le renforcement des capacités des agents publics deviennent des impératifs. En ce sens, il est instauré à l'avenir une période probatoire obligatoire d'une année. C'est-à-dire, lorsque vous êtes recruté comme fonctionnaire, vous avez une année au cours de laquelle, d'une part, vous bénéficiez d'une formation pour que vous puissiez comprendre les tâches et les responsabilités qui vous seront confiées, pour que vous puissiez comprendre les principes généraux d'organisation de l'État et de l'administration publique, pour que vous puissiez intégrer l'éthique et la déontologie, mais également un certain nombre de valeurs touchant à la citoyenneté, au patriotisme. Vous voyez, il est arrivé qu'à des moments de difficulté, qu'on voit des agents publics s'en prendre aux armoiries, aux emblèmes. Nous pensons que parfois ça procède d'une insuffisance de formation. Et donc la formation sera renforcée, d'une part quand on est nouvellement recruté comme fonctionnaire, ou alors lorsqu'on change d'un corps à un autre, ou lorsqu'on est nommé à un poste de responsabilité. Voilà une innovation importante.
qui va permettre d'aller vers une fonction publique de mission. Deuxièmement, je voudrais indiquer qu'à l'avenir, le supérieur et l'autorité hiérarchique a l'obligation de définir et d'assigner au personnel et agents placés sous son autorité des missions et des objectifs spécifiques au regard des postes et des responsabilités qu'ils vont assumer et des moyens naturellement qui seront mis à leur disposition. Ce qui fait qu'au moment de l'avancement ou de votre évaluation, vous n'êtes pas évalué et votre avancement ne dépend pas du bon vouloir de votre supérieur hiérarchique. Au préalable, on vous a assigné des missions et des objectifs et donc votre évaluation repose sur des critères qui ont été préalablement définis, que vous connaissez. Des moyens ont été mis à votre disposition. Enfin, je voudrais indiquer que le sens de la responsabilité sera également renforcé. L'agent public ne devrait pas se contenter de son statut de salarié. Il doit se poser la question de sa contribution aux objectifs et aux priorités de développement. C'est d'ailleurs pourquoi je disais que nous cherchons à arrimer la conception des administrations et le recrutement des agents et fonctionnaires avec les objectifs et les priorités de développement de notre pays. Je pourrais aussi indiquer le fait qu'en matière disciplinaire, nous allons essayer aussi d'améliorer les choses. Vous savez, dans un certain nombre de lieux de travail, l'accueil laisse à désirer. Et donc, à l'avenir, des actes tels que le mauvais accueil des usagers constitueront des fautes disciplinaires donnant lieu à des sanctions. Le retard répété au service constituera également une faute disciplinaire donnant lieu à des sanctions. Parlons justement du Code du travail. Il y a 1 an, le gouvernement, en concertation avec le secteur privé, a travaillé à la revalorisation du SMIC. Est-ce qu'on peut faire un bilan justement de l'applicabilité de cette revalorisation à ce jour? Ça fait à peine une année. C'était en décembre 2022 que la décision avait été prise de revaloriser le salaire minimum interprofessionnel. À la suite de cette décision du gouvernement, nous avions entamé une tournée à travers toutes les régions du pays et nous l'avons fait en association avec les organisations professionnelles des employeurs, mais également les organisations syndicales des travailleurs. L'objectif étant d'expliquer et aux travailleurs et aux entreprises les nouvelles mesures qui ont été adoptées. Au cours de cette tournée, nous avons écouté les difficultés qui pouvaient naître de l'application rigoureuse du nouveau SMIC. Alors, nous avons convenu avec les employeurs et les organisations syndicales des travailleurs que lorsque un employeur, une entreprise, est confronté à des difficultés irrémédiables et serait éventuellement dans la difficulté à respecter scrupuleusement le SMIC, il faut qu'il y ait un dialogue et une concertation au sein de l'entreprise ou du secteur d'activité pour voir comment, tout en marchant, en progressant vers le respect, un certain nombre d'aménagements peuvent être envisagés. Dans l'ensemble, je voudrais me féliciter de ce que l'essentiel des entreprises et des employeurs respectent le nouveau SMIC. Et donc, nous allons continuer avec ce travail de pédagogie, d'information et de sensibilisation. Et nous sommes convaincus que chacun comprendra le bien fondé du respect du SMIC. Des travailleurs bien rémunérés, c'est également des travailleurs productifs et motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'entreprise puisse marcher. Vous avez parlé tout à l'heure des carences et des faiblesses de l'administration togolaise. Mais il y a une critique qui est portée par les citoyens par rapport à notre administration, c'est la lourdeur administrative. Est-ce que le nouveau statut général de la fonction publique prend en compte ce phénomène-là, sinon ce fléau, et comment pensez-vous lutter contre cela? Vous savez, quand nous parlons d'améliorer la performance, le rendement et la productivité des fonctionnaires et agents publics, c'est eu égard et aussi aux attentes et aux besoins des usagers, qu'il s'agisse des individus ou des entreprises. Et donc, effectivement, il y a eu un certain nombre de manquements, de difficultés.
Et le sens dans lequel nous sommes en train d'aller, c'est de faire en sorte que les fonctionnaires et les agents publics prennent conscience que lorsque un citoyen, lorsque une entreprise vient solliciter une prestation auprès de vous, éventuellement c'est pour effectuer d'autres formalités qui concourent au développement et à la création de l'activité économique. Donc, il faut vraiment le faire avec professionnalisme, avec responsabilité. Donc, nous allons aussi renforcer la formation dans ce sens-là pour que les dysfonctionnements qui ont pu être constatés, on puisse y remédier. Je sais que certains concitoyens ont eu à se plaindre. Par exemple, du fait que lorsqu'ils vont dans les administrations, parfois on leur soutire des moyens ou on leur demande des contreparties avant de leur fournir une prestation. Ça aussi, c'est un acte et c'est un fait qui, à l'avenir, constituera une faute disciplinaire lourdement sanctionnée. L'occasion fait quand même le larron, monsieur le ministre. Vous avez organisé des concours de recrutement dans l'administration il y a 2 ou 3 ans, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les résultats. Alors, qu'est-ce qui justifie ce retard? C'est essentiellement le souci d'être rigoureux dans le processus de sélection. Vous savez, si je devais prendre le dernier concours de recrutement dans l'enseignement, nous avons eu des dizaines de milliers de candidats et nous savons que pour un meilleur encadrement de nos enfants, des élèves, il faut s'assurer qu'on ne devienne pas enseignant par défaut ou faute de mieux, qu'on n'ait pas nécessairement la vocation, ce serait l'idéal. Et généralement, nos aînés, ils n'enseignaient pas vocation. Mais au moins, que nous ayons le temps de concevoir de vrais programmes de formation de ces enseignants avant leur déploiement sur le terrain. Et donc, cela nécessite à la fois la mobilisation d'un certain nombre de moyens et de ressources et un certain nombre de dispositions pour cette formation. Ce concours visait à recruter 4500 enseignants et j'ai confiance que dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir proclamer les résultats. Mais nous le ferons en tenant compte de cette exigence-là, c'est-à-dire nous allons proclamer des résultats provisoires. Les admissibles bénéficieront d'une formation adéquate et à l'issue de cette formation, nous procéderons à une évaluation pour voir ceux qui disposent véritablement des aptitudes nécessaires pour être des enseignants, notamment dans les matières scientifiques, c'est très important. Et les autres concours? Oui, il y a eu un concours de recrutement pour le ministère de l'économie et des finances. Ça date maintenant, c'était 2020. Je considère que pour quelqu'un qui répondait aux conditions d'âge en 2020, aujourd'hui, les choses peuvent sembler totalement dépassées. Et un certain nombre de considérations peuvent aussi nous amener à considérer qu'il serait plus judicieux de reprendre et de relancer ce concours-là plutôt que de proclamer les résultats qui avaient... Nous pourrions examiner les implications et les conséquences. Par exemple, pour ceux qui avaient passé ce concours et qui avaient payé, faire en sorte qu'ils n'aient pas à payer 2 fois. Il y a aussi un concours de recrutement pour l'administration générale, mais nous avions sectorialisé ce concours, c'est-à-dire qu'il y a eu des termes de référence pour chaque secteur d'activité. Là aussi, nous sommes en train d'examiner parce que la qualité doit prendre le dessus et nous voulons nous assurer que le processus est conduit de manière sérieuse et rigoureuse pour que ceux qui seront admissibles fournissent justement des prestations et des services de qualité. Le télétravail, nous savons que cela se fait dans certains pays. Chez nous au Togo, est-ce que le nouveau statut prend en compte cela? Lorsque nous avons été confrontés, comme d'ailleurs le monde entier, à la pandémie au Covid-19, nous avions réaménagé les postes et les conditions de travail en instaurant le travail à distance ou le télétravail. Pas seulement dans le secteur privé, mais également dans le secteur public. Et donc, à l'occasion de la réforme du Code du travail en 2021, des dispositions ont été insérées dans ce nouveau code réglementant le télétravail ou le travail à distance. Et donc, nous avons fait également de même
L'examen des modifications de ce matin a pris en compte le télétravail, tout en laissant à un décret qui sera ultérieurement adopté en Conseil des ministres la réglementation des détails quant aux modalités et aux conditions de mise en œuvre du télétravail ou du travail à distance. C'est un aspect de modernisation, c'est un aspect aussi d'adaptation par rapport aux circonstances exceptionnelles qui peuvent se produire. Nous avons une certaine idée comparative des régimes de rémunération au niveau de l'UMOA et de la CEDEAO. Et je peux vous dire que nous sommes dans la tranche la plus haute en matière de rémunération. Et notamment lorsque nous parlons de pension civile et militaire, c'est-à-dire du régime de pension de ceux qui ont eu un statut de fonctionnaire, nous sommes le premier pays dans la sous-région. C'est-à-dire le taux de pension est le meilleur au niveau de l'UMOA. C'est pour vous dire que cet argument-là ne devrait pas servir de prétexte en aucune manière pour des manquements de cette nature-là. Naturellement, nous allons renforcer et les contrôles et les sanctions. Et nous exhortons nos concitoyens et les entreprises, lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de comportement indélicat, de ne pas hésiter à nous interpeller et à nous signaler. Au même moment que je vous encourage, pour les journalistes, à éviter de vous livrer à des écrits sur des imaginations ou des affabulations, parce que nous sommes disponibles. J'ai vu récemment un journaliste qui avait écrit des choses qui n'étaient pas correctes. Je l'ai invité, je lui ai dit s'il peut nous aider, éventuellement à identifier des gens qui auraient réussi à des concours de recrutement en payant en contrepartie. Bon, au lieu de cela, il s'est livré à un certain nombre de propos. Donc, je vous encourage aussi à nous aider, mais de manière professionnelle et honnête. Il y a aussi le cas de ces fonctionnaires qui se font remarquer par leur travail bien fait. Le Togo a des talents, mais parfois par faute de motivation, puisqu'on en parle, il arrive qu'ils décident de partir, de quitter, d'aller se chercher ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose pour cela? Vous savez, j'ai la petite expérience d'avoir vécu à l'étranger, d'avoir exercé à l'étranger. Et aujourd'hui, je suis dans mon pays. Je peux vous dire qu'on n'est jamais plus heureux ailleurs que chez soi. Et nous avons toutes les raisons d'être animés par l'optimisme et la confiance. Nous voyons la marche du Togo depuis une quinzaine d'années. Nous avions connu des moments de difficulté. Tout le monde le sait. Mais depuis lors, il y a une marche résolue vers plus de progrès et l'amélioration des conditions de vie. Donc nous devons continuer à nous engager davantage, à faire preuve d'ardeur au travail, y compris lorsque nous sommes fonctionnaires et agents publics, et nous dire que notre meilleur avenir se trouve dans notre pays et qu'on ne peut pas trouver le bonheur ailleurs. Naturellement, je suis aussi favorable. Lorsqu'il y a une opportunité professionnelle sérieuse à l'étranger, le gouvernement est le premier à soutenir et à promouvoir ces occasions professionnelles. Merci, messieurs, pour la qualité des échanges que nous avons eus ce soir. Votre intérêt pour l'ensemble des questions qui ont été abordées par le Conseil des ministres nous fait plaisir et surtout nous rassure que nos compatriotes auront l'information et la bonne. Merci, très bonne soirée et à très bientôt.